Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau débrief de Radio Diagonale. On va parler ce soir de la 18e journée de Ligue 1 et de Monaco qui se déplaçait au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, le leader de ce championnat. C'était un peu le choc de cette journée, on peut le dire. Enfin, le pic de forme de la journée, Boris, très clairement, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi. Ah, on va pas se mentir. Mais voilà, Monaco, du coup, s'est incliné 2-0. J'aurais presque envie de dire victoire sans appel, même si on pourra un peu nuancer ce propos-là, notamment avec déjà par les 3 points, ce que je te laisse commencer. Ouais, premier point, une première mi-temps effectivement un peu franchement frustrante même je dirais, parce que plutôt bonne de l'AS Monaco, qui a clairement le pied sur le ballon, qui est plutôt bien dans son match, même si je pense qu'on pourra nuancer par certains aspects, avec un petit manque probablement de rapidité, de justesse, mais un Monaco voilà qui mène la vie dure aux Parisiens et puis qui rentre quand même à mener 2-0, un résultat assez dur, franchement dur à la mi-temps. Une deuxième mi-temps par contre où, et ça sera mon deuxième point, on n'a franchement pas existé. Moi, quand on en discutait à la mi-temps, je disais j'espère. En tout cas, il y a rien d'autre à faire que de continuer ce qu'on a fait parce qu'on était plutôt pas mal sur la première mi-temps, mais on n'a même pas fait ça. Et j'ai surtout l'impression que Niko Kovac a vite balancé le match. Alors qu'on n'a pas de match dans la semaine, qu'on joue le Red Star dans une semaine qui n'est pas non plus un ogre. Donc franchement déçu là-dessus, et d'une deuxième mi-temps où on a vite plutôt craint le 3-0 qu'espérait le retour à 2-1. Et puis le troisième point, tu l'as dit, c'est difficile de passer à côté. Enfin, tu as fait allusion, le grand événement, et on en parlait avant, hein. Je pense que pour moi c'était même le grand événement de sport de l'année. Le plus marquant, c'était le grand de cet après-midi, au-delà du résultat en lui-même, qui est pas forcément celui que moi j'attendais. Pas mal de réflexions aussi sur finalement un peu la conclusion, je sais pas, mais en tout cas l'apogée d'un arc narratif qui se construit depuis pas mal d'années finalement sur la F1, qui a vraiment bien bossé, qui était à un moment donné pas loin d'être devenu un sport un peu ringard, un sport pas mal décrié, le sport des darons le dimanche après-midi sur TF1 à l'heure du Dijon, avec pas de suspense, avec des lentes processions. Et depuis quelques années, c'est passé notamment par Netflix, peut-être que par ça, mais pas que par ça, je veux dire, mais une vraie scénarisation qui est arrivée avec... depuis quelques années, on a appris aussi à connaître ces personnages un peu plus, et ça a donné beaucoup de corps, en fait, je trouve, à ce qui s'est passé aujourd'hui, à la dramaturgie, et avec un événement, alors sûrement pas Netflix qui est derrière, hein, mais ça pouvait pas être mieux, entre guillemets, avec le Grand Prix qui se joue et le titre au dernier Grand Prix et même au dernier tour, mais voilà, qui arrive presque à... on se demande si on touche pas aussi la limite, finalement, entre le sport et la scénarisation. Pour moi qui suis un suiveur plus casual, on va dire, de la Formule 1, et qui suis pas forcément un grand passionné, je m'y retrouve pas trop mal parce que ça reste un excellent divertissement, ce que ça avait cessé d'être un moment. Pour des suiveurs plus assidus, fans de mécanique, de Formule 1, je sais pas forcément comment c'est perçu. Et voilà, ça pose pas mal de questions aussi au football, hein, qui est sûrement beaucoup plus en retard dans cette narration. Mais qui essaye d'avancer là-dessus. Voilà, est-ce que il y a sûrement des leçons à tirer là-dessus. Il y a sûrement des leçons à tirer de mon troisième point qui était quand même relativement long, hein. On va pas se le cacher. C'est intéressant, cela dit, sur ça, parce qu'il suffit de voir aussi à l'échelle du foot ce qui a fonctionné pour Sunderland Till I Die. Ouais. Et ce qui n'a pas fonctionné pour pas mal de clubs qui ont beaucoup trop scénarisé aussi ce qui était fait. Donc, c'est ça, effectivement. Donc, il y a certainement un équilibre à trouver, mais c'est vrai que la F1, c'est plus facile aussi peut-être à mettre en scène parce qu'il y a un seul championnat. Donc,
tout est concentré, alors que le foot, bah, c'est des milliers de championnats, quelque chose de totalement éclaté. Et puis il faut que ce soit intéressant aussi à promouvoir, donc il faut que ce soit plutôt des gros championnats, parce que c'est clair qu'on va pas faire ça avec le championnat ouzbek. Mais bon. En tout cas... peut-être Gilbert Dubois. Mais en tout cas, oui, on a hésité à partir sur un débrief F1, très clairement. C'était sans doute plus intéressant pour nous. On se rappelle des regrettés dans le rétro. Voilà. Petit ange parti trop vite. Donc moi, mon premier point, bah, c'est la première mi-temps qui pourra nous laisser des regrets. Parce que bah, cette première mi-temps, elle a bien commencé, on va y revenir. En tout cas, elle aurait pu bien commencer. On a quand même vu une équipe de Monaco qui a réussi à se créer plusieurs occasions et opportunités intéressantes, mais qui s'est heurté finalement au réalisme froid des Parisiens et malheureusement qui a multiplié les erreurs. Mais voilà, je trouvais que c'est une première mi-temps qui laissait des regrets. Au vu de la première période, je me suis dit c'est quand même inquiétant aussi de voir le leader du championnat, donc ça fait la bascule sur mon deuxième point, c'est que bah, un leader parisien que j'ai trouvé sans idée, sans inspiration, sans fond de jeu, mais vraiment, alors d'habitude, bon, je lis, je vois quelques tweets passer sur Paris, parce qu'il y en a sur Twitter, où beaucoup se plaignent du manque de jeu de cette équipe-là, et c'est vrai que je les regarde jamais habituellement, et là, pour les avoir vus ce soir, c'est criant, cette équipe n'a aucune inspiration, et même pour la première fois, je n'étais pas inquiet de les voir aller de l'avant, parce que je les ai vraiment trouvés sans idée et assez peu dangereux. Malheureusement, voir cette équipe-là aussi peu inspirée se balader autant sur le plan comptable en dit long malheureusement sur la faiblesse de nos équipes et dont la nôtre, hein, c'est aussi un des problèmes. Et puis le troisième point, bah, moi aussi c'est un petit point F1. Alors moi, pour ceux qui le savent, je suis grand fan de Schumacher devant l'éternel, donc voir Hamilton dépasser Schumacher en termes de titre, ça m'aurait fait très 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 mal. Maintenant je trouve ça horrible, vraiment, ce qui lui est arrivé. Et là, tu parlais de Netflixisation de la F1. Malheureusement, je crois que c'est un peu ça, c'est le spectacle au détriment des règles. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Un circus. Voilà, et il y a clairement des choses qui doivent être revues, recadrées, simplifiées peut-être, améliorées en termes de règles, parce que ce soit cette semaine, enfin ce dimanche ou dimanche dernier, en termes de règles, on a été tous un petit peu largués, on a tous pas compris ce qui s'est passé, il y a un manque de cohérence dans certaines décisions qui sont prises, et là clairement le sentiment c'est qu'au début on donnait le titre à Hamilton presque au début de la course, et là à la fin on a le sentiment qu'on a donné le titre à Verstappen en fin de compte. Alors oui, je suis content que Verstappen soit champion, mais de cette manière là je trouve ça extrêmement horrible pour Hamilton, vraiment. Je trouvais même ça dégueulasse. Voilà, malheureusement c'est terrible, mais je ne doute pas que Mercedes et Hamilton reviendront très très fort l'an prochain. Mais voilà, mais quelque part karma is a bitch, comme dirait l'autre, et Interlagos 2008 a enfin sa vengeance 13 ans après. On nous reproche un peu dans le chat de parler Formule 1, mais sachez que quand on parle Monaco, on n'est jamais loin de la Formule 1, hein, donc, qui plus est passerelle. Qui plus est, voilà. D'autant plus que maintenant qu'un représentant monégasque a plutôt tendance à briller en F1. Donc, plus quelques résidents. Hein, et aussi quelques résidents, tout à fait. Voilà. Et puis comme tu dis aussi, le point 3 hors sujet, c'est aussi un classique, hein, ouais. on va pas se mentir. Voilà, ça fait toujours plaisir de faire. C'est plus intéressant que quand c'est Rome qui vient parler de rugby. Ouais, ce qu'il aurait pu faire, il était censé être là ce soir. Bon, ouais. Rome est un petit peu souffrant, donc vous l'excuserez d'être absent, mais effectivement, là, je pense qu'on aurait eu un point 3, soit sur un point 2 sur Arthur Dupont, je pense. Ouais. Et un point 3 à F1 de la part de Rome, à mon avis. Allez, on enchaîne, on redevient sérieux maintenant. On va parler de cette rencontre. Ah bah tu vois, voilà, il vient de le confirmer dans le chat, Rob. Troisième point, du coup, pardon. Est-ce qu'il préfère Dupont ou Dupont de Ligonnès, à ton avis? Ok. Antoine, c'est Antoine, pardon. Antoine Dupont, excuse-moi. J'étale ma méconnaissance du rugby devant tout le monde. Pardonnez-moi. Allez, on enchaîne avec la composition. Boris, une composition, on le rappelle, qui devait
être obligatoirement faite sans Voland, hein, parce que nul doute qu'il aurait été là s'il n'avait pas été On risque suspendu. de perdre sur tapis vert, ouais, ça allait mieux quand même. Ouais. Mais voilà, du coup, une composition qu'on pourrait dire classique, en tout cas avec les meilleurs éléments alignés ce soir par Niko Kovac au début du match. Ouais, la composition franchement attendue, même si on sait que Niko Kovac il nous a fait quelques surprises ces derniers temps. Il a par exemple enchaîné le week-end dernier avec l'équipe qui avait bien réussi à Angers. Il a remis la même avec des choix plus ou moins douteux, à l'inverse des joueurs qui ont été titularisés en Coupe d'Europe. Mais ce soir, il y avait franchement l'équipe attendue avec l'absence de Voland compensée par en fait la titularisation des 3 milieux offensifs qui sont en général un petit peu en concurrence. Ce soir, il n'y avait pas forcément lieu de concurrence. Ils ont pu démarrer les 3. C'est vrai que moi, en apprenant l'absence de Voland, je m'imaginais plutôt qu'on allait renforcer le milieu et rajouter là-dedans un Jean Lucas. Mais je pense que c'était la compo franchement attendue et espérée. Et avec, par contre, on verra du coup un banc de touche franchement faible et franchement pauvre en ressources. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un peu le problème quand on a tous nos titulaires sur le terrain, c'est que derrière, hormis Voland qui était pas là, et Badiachil bien sûr, on le rappelle, hein, Badiachil qui est toujours blessé. C'est vrai que finalement c'est un banc de touche assez faiblard, et pourtant il y avait en fin de compte assez peu d'absence. Crépin Diatta évidemment, et puis 600K, pas besoin d'en remettre une couche. Début de match pourtant, Boris, comme je le disais tout à l'heure, qui démarre tambour battant, qui démarre bien avec un Monaco qui a une très très grosse occasion dès l'entame de match. Ouais, une occasion qui va être assez représentative en plus de pas mal de choses qu'on va voir dans cette première mi-temps. C'est une récupération au milieu de terrain de Sofiane Diop sur Verratti, qui n'est pas en grande forme ce soir. Marco Verratti, on attend le débrief de Daniel Riolo avec impatience. En même temps, il avait une grosse soirée Miss Francière. Ouais. Pourtant, ils ont fermé les discothèques, mais c'est vrai que je ne sais pas s'il est concerné. Il a sûrement trouvé d'autres moyens. Ouais, Sofiane Diop qui va trouver un bon relais avec Wissam Ben Yedder et qui va se présenter face à Gigio Donnarumma et toucher le poteau, en fait, tirer sur le poteau. On est à la 2e minute de jeu et une occasion qu'on peut regretter amèrement, hein, avec le recul. On peut déjà le pressentir à ce moment-là. Dans ce genre de match, l'efficacité va nous fuir pas mal ce soir, mais cette occasion-là, c'est vraiment la plus grosse, hein, en plus, qu'on va avoir dès le début du jeu, dès le début du match, qui aurait pu faire tourner tout simplement le match. Ouais, et puis justement, une statistique qui pouvait être intéressante à ce moment-là, c'est qu'avec cette occasion de Diop, Monaco avait enchaîné des récupérations hautes sur le terrain, c'est-à-dire dans les 40 mètres adverses, par 8 frappes en tout, au total, ce qui est un des plus faibles totaux, hein, des équipes engagées en Ligue 1. À titre de comparaison, Paris est 5e du classement avec 25 tirs, et Lyon en tête à 32, ce qui dit aussi, je trouve, et ce qui démontre quand même un des gros problèmes de cette équipe de Kovac cette saison, cette capacité, cette qualité qu'elle avait à récupérer le ballon très haut. Et ça, justement, quand on est capable de le faire correctement, c'est plutôt pas mal. Hein, on va pas se mentir. En tout cas, on arrive à se projeter assez rapidement. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est le pressing qui est souvent déficient et qui ne se fait pas assez rapidement. Donc voilà, le fond du problème, il est plutôt là, quoi, on peut le dire. Ouais, on va récupérer des ballons pas très hauts, justement, hein, comme tu le disais. C'est-à-dire que la défense va pas avoir trop de mal à se relancer à chaque fois côté parisien. On a du mal à couvrir à la fois l'axe et le côté. Par contre, c'est au milieu de terrain. Plutôt dans la zone médiane, on va gratter quand même pas mal de ballons sur cette occasion-là de Diop, mais sur quelques autres aussi au cours de cette première mi-temps, et qui vont, mine de rien, donner lieu à pas mal de situations pour l'AS Monaco. Mais voilà, un pressing somme toute souvent désorganisé quand même, pas toujours si dangereux que ça face à une équipe parisienne franchement assez apathique, hein, avec le ballon. Et puis pour autant, Paris va petit à petit progressivement sortir un petit peu du bois, et très rapidement un fait de jeu qui va faire tourner la rencontre. Déjà, on est à peine à la 10e minute de jeu et Paris obtient un penalty grâce à Di Maria, qui est a priori justifié, quoi. Ouais, je serais curieux d'avoir les stats depuis qu'on est remonté, de combien de fois face au PSG on a craqué dans les 10 premières minutes. J'ai l'impression que
un thème assez récurrent. Et ça va être le cas là. En plus, c'est vrai, pas tellement sur une phase. C'est vrai que le PSG a passé cette occasion de Diop est plutôt entreprenant. Hein. Ça va être une de leurs bonnes périodes du match. Et c'est effectivement Sidibé qui a la faute sur Di Maria, une faute pas très maligne en plus, hein, avec le joueur qui est déjà passé, qui va récupérer le ballon, et Sidibé qui met un deuxième coup de latte, on va dire, sur Di Maria. Et c'est vrai que à première vue, en fait, l'arbitre n'a vraiment pas bronché. Donc moi j'ai cru au début que ça allait passer tranquille, qu'il n'y avait pas faute. Mais dès qu'on a vu le ralenti, on a franchement vu, hein, il y avait pas grand chose à dire. Je voyais pas comment on pouvait refuser de siffler penalty. Hein, donc l'arbitre est quand même allé voir le VAR. Et sans grande surprise a désigné le point de pénalty. Ouais, malheureusement, plus une maladresse de Sidibé, mais voilà, la semelle, la petite semelle sur le pied de Di Maria, il y a malheureusement pas trop de débat, hein, sur cette faute. Le contact est évident, et derrière, en revoyant les images, effectivement, on pouvait pas se dire que l'arbitre n'allait pas siffler à un moment donné. Deux stats intéressantes, hein, c'est que Monaco est l'équipe qui a concédé le plus de pénaltys en Ligue 1 cette saison. C'est une stat que Canal qu'Amazon a sorti justement pendant le match, pendant ses commentaires. 7, donc c'est quand même il y a quand même un gros boulot à faire à ce niveau-là. Ça montre une certaine fébrilité dans nos interventions défensives. Et autre stat intéressante, relevée par Optagen, Djibril Sidibé a concédé 9 pénaltys depuis ses débuts en Ligue 1 en 2012-2013. Aucun joueur actuel de l'élite ne fait pire sur la période. Voilà. On rappelle qu'en plus il s'est barré pendant 1 an et demi dans la période aussi en prêt. Voilà. Bon, ça fait désordre, tout ça. Ouais, après c'est un mélange en même temps. Sidibé, il est un peu ancien, il a joué quasiment qu'en Ligue 1. Faudrait comparer, faudrait voir la stat mise en rapport avec peut-être le nombre de matchs joués ou quoi. Mais c'est vrai que c'est une stat intéressante de notre bon Djib, voilà, qui est quand même sur une bonne saison, mais ça fait plusieurs matchs qu'on note des petits points négatifs. Il y a un petit peu de moins bien, alors peut-être aussi retour au 4-4-2, ou en tout cas une défense à 4 le concernant, parce que ce soir c'était pas un 4-4-2, mais en tout cas on avait vraiment encore une fois cette défense à 4. Peut-être que le fait de le retrouver latéral droit, il y avait aussi cette assurance un peu plus dans ce système à 5 en défense, où il était 3e axial et qui lui allait très très bien, visiblement, et qui lui a permis de se remettre vraiment à l'endroit. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on a constaté que depuis quelques temps, il y a quand même du moins bien, hein, chez Sidibé aussi. Donc voilà. Derrière, Monaco continue quand même à vite se projeter en contre. Il y a notamment un Diop, surtout Boris, qui va un petit peu s'activer aussi, essayer de combiner un petit peu avec Ben Yedder, un Diop un peu partout sur le terrain, en tout cas qui va davantage permuter, un peu plus derrière, Wissam, Ben Yedder un peu à droite, voilà, très mobile comme ce soir. Ouais, il était au départ plutôt en position numéro 10, hein, derrière, en soutien de Wissam Ben Yedder. Il va pas mal se balader. Je pense que c'est le joueur le plus en vue, effectivement, sur cette mi-temps, plutôt dans les bons coups, avec une frappe lointaine détournée aussi, qui passe pas si proche non plus, hein, du but de Donnarumma, mais qui est une petite alerte sur le but parisien. Wissam Ben Yedder qui a aussi une bonne opportunité dans la profondeur, où il arrive à passer devant Marquinhos, mais il vient buter sur Donnarumma. Voilà, Monaco qui a quelques petites opportunités qui, pendant 20-25 minutes, à partir du but parisien, va quand même être plutôt bien dans le match encore, hein. Monaco qui va même assez rapidement prendre le dessus sur la possession. PSG, tu le disais, hein, dans ton point, c'est là où j'ai envie de presque être mesuré sur à quel point c'était positif cette première mi-temps. C'est que Paris, franchement sans idée, sans grande ambition, autre que de jouer le contre à partir de ce moment-là, qui n'a pas joué comme une très grande équipe. Et nous, qui avons pas mal joué sur un rythme de sénateur aussi, hein, on les a quasiment jamais mis en danger sur des phases construites. Dès qu'on a le ballon, qu'on le conserve,
on va pas assez vite, ou on manque toujours de précision dans le dernier geste, et globalement pas trop inquiété. C'est vraiment sur les prises les prises au milieu, hein, comme on parlait tout à l'heure sur Verratti, sur Gay, sur des joueurs comme ça où on a pu créer un petit peu de danger derrière. Ouais, et malheureusement, il y a quelques situations pour Monaco encore, mais un gros problème aussi pour l'efficacité, parce que à la demi-heure de jeu, je crois qu'on n'a pas cadré une seule frappe au final. Il y a ce poteau, mais en fin de compte, aucun de nos tirs n'est cadré. Et puis finalement on se fait crucifier à la fin de la mi-temps à nouveau par Kylian Mbappé, formé au club et aussi menteur, écrivain à temps partiel. Ouais, le biographe, l'autobiographe Kylian Mbappé. Là, j'ai croisé un menteur, carrément, je m'assois tellement, c'est trop. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, les screenshots de la BD de Kylian Mbappé, c'est quand même assez savoureux avec son père. Mais par contre, le joueur n'est pas mauvais, hein, ça on peut pas le retirer. C'est certain. C'est vraiment lui qui porte le PSG. C'est ça. Y a pas, ça reste le meilleur joueur. Ça reste le meilleur joueur du PSG, quoi qu'il en soit. Alors, choqué par les célébrations d'Mbappé contre son ancien club, Boris, ou pas? Je pose la question. J'ai vu que ça débattait beaucoup, d'ailleurs dans le chat également. Dites-nous. Hein. Mais est-ce que toi, ça t'a choqué? J'avoue que j'en ai plus rien à foutre. Pour moi, dans mon esprit, il est mort. Moi, je n'ai pas forcément d'équipe là-dessus. Pas envie de pas célébrer, de respecter de cette manière-là son ancien club, pourquoi pas, j'ai rien contre. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un manque de respect non plus, venir narguer les supporters ou le banc adverse, ce genre de choses, mais qu'il aille célébrer avec ses supporters, honnêtement, l'eau a pas mal coulé sous les ponts depuis. Je pense qu'on lui a pas mal mené la vie dure aussi, hein, honnêtement, donc ça m'étonnerait pas que lui garde peut-être une petite rancœur aussi sur comment on l'a traité après son départ. Moi ça. Non, je comprends pas parce qu'il était. Non, je crois que Boris a frisé. Boris, tu es là, tu nous entends? Ah, Boris ne nous entend pas. Ouais, j'ai parlé dans le vide peut-être. Non, c'est bon, vas-y, on t'a retrouvé. Tu m'as perdu quelques minutes. Ouais. Quelques secondes plutôt. Ouais. Non, je disais que j'étais pas choqué par la célébration d'Mbappé, qui n'était pas non plus particulièrement narquoise, hein, je pense, à notre rencontre. L'eau a pas mal coulé sous les ponts depuis. Nous, on lui a aussi pas mal mené la vie dure. Hein, donc il fait ce qu'il veut. Rappelle-toi, on lui faisait on lui proposait un contrat avec une belle offre et il nous a dit, tu sais, Vadim, nous c'est pas l'argent qui nous intéresse, donc. Non, c'est pas pour ça qu'il est parti à Paris d'ailleurs. Non, c'était son club de cœur évidemment. En tout cas, lui, il aime bien nous faire du mal, hein, parce que c'est quoi, 9e ou 10e but contre nous, je crois. Je pense que le péno était le 9e, si j'ai bien compris. Donc, je crois que ça doit être le 10e ou le 9, je sais plus, mais 9 ou 10 buts en 10 matchs. Clairement, il nous fait toujours mal. Alors. Maintenant, on arrive à la mi-temps avec ce désavantage de 2-0, mais Boris, si on se rappelle du match qui avait eu lieu l'an dernier, alors qui était cette fois à Monaco, mais qui était peu ou prou à la même période, on se rappelle qu'un doublé de Kylian Mbappé à la mi-temps, avant la mi-temps pour Paris, ne nous avait pas empêché, il y a un an, de remonter et de gagner 3-2, donc l'espoir était peut-être permis. Ouais, je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Déjà, cette fois, on n'avait pas Cesc 600K Fabregas pour rentrer. Et puis la dernière fois, là ce qui était presque inquiétant, c'est qu'en fait on était mené 2-0 en ayant été plutôt bon. Donc on n'avait pas une énorme marge de progression en fait sur ce match. Et moi c'est ce que je disais à mi-temps, je voyais pas tellement de choses à corriger en fait. Pour moi, il fallait continuer ce qu'on faisait et juste être plus précis dans les zones de vérité en fait, quoi. Mais c'était pas un changement tactique ou un changement de joueur selon moi qu'allait corriger le tir. Et en fait, on n'a même pas réussi à faire ça sur la deuxième mi-temps. On a complètement baissé de niveau à tout point de vue, en fait. Et donc, autant à la mi-temps, j'y croyais pas trop, mais je me disais, il y a moyen de rester dans le match et de continuer à faire le match et d'essayer de proposer quelque chose de plaisant. Et puis, si ça tourne bien, peut-être se rapprocher, mais vite abandonner cet espoir. Et le premier, je crois que c'était Niko Kovac qui a abandonné cet espoir-là. Oui, c'est ça, parce que le premier changement...
qu'on peut voir, du coup, dès la reprise, c'est Caio Henrique qui est remplacé par Jacobs. Ouais. Bizarre. Bon, suspect, hein, mais on peut... Ouais. J'ai du mal à pas croire à un petit problème ou alerte physique, mine de rien, sinon ça n'a pas un grand sens, honnêtement, de changer à ce moment-là. Caio qui a quand même, pour le coup, un peu soufflé ces derniers temps. Même si très discret sur cette mi-temps aussi, pas vraiment en valeur Caio Henrique. Hein, Non, ça c'est clair, mais bon, s'il y a bien un poste où tu sais que même si le titulaire est moyen, ça sera toujours pire de faire tourner, c'est ce poste de latéral gauche. Hein. Même si dans le fond, on va le voir, Jacobs, c'est pas là où ça s'est le plus vu, hein, sur la deuxième mi-temps, honnêtement. L'écart, effectivement, avec le titulaire. Mais le changement, par contre, quand tu le vois et quand tu sais que surtout Jacobs, c'est dur défensivement, et que, quand tu vois le nom, comme dirait l'autre, c'est pas Pontocobo en face. Hein, et, le duel Jacobs-Di Maria, avec un Messi pas trop loin et un Hakimi pas trop loin, j'étais pas très serein. Ouais. Mais bon, c'est vrai que du coup, comme tu dis, on a peut-être l'impression que Kovac a renoncé assez tôt dans ce match. À la 55e minute, il y a également 2 changements. Il sort Wissam Ben Yedder, très peu en vue là aussi, et également Fofana, dont on parlera un petit peu plus tard, qui sont donc remplacés par Myron Boadou et Jean Lucas. D'ailleurs, vous pouvez répondre sur un sondage, hein, sur Twitter, quel néerlandais vous préférez entre Max Verstappen et Myron Boadou. Voilà, ça fait plaisir. Pour l'instant, Verstappen est en tête, hein, du sondage, je tiens à le préciser quand même. Avec ton vote, ouais. J'ai plus Twitter, je peux plus voter. Mais voilà, donc on a le sentiment que c'est des changements poste pour poste. Donc finalement, ce qu'on se disait aussi, Boris, à la mi-temps, c'était peut-être de continuer comme ça et de rester tel quel, plutôt comme sur la première période on était bien en place, en fin de compte, de pas trop changer. Et c'est ce qu'a fait Kovac aussi en faisant simplement du poste pour poste. Ouais, en faisant du poste pour poste, avec des profils dont il était assez évident en plus qu'il serait. Même s'il y aura à redire des matchs et de Ben Yedder et de Fofana, mine de rien, Ben Yedder était pas non plus à la rue, il était plutôt intéressant sur des prises de balles, il restait assez menaçant et on l'a dit, ce qui manquait, c'était plutôt de la précision et de la justesse. Et clairement, c'est pas dans cet esprit qu'est Boadou. Hein, depuis qu'il est arrivé, il a réussi à être décisif sur 2 matchs, mais il rate beaucoup de choses dans ses prises de balles, dans ses contrôles. Je pense, c'est pas forcément le bon match pour lui. Et puis Fofana, même s'il a raté beaucoup de choses et des choses qui nous ont mis en danger, il était pas trop mal, je trouve, dans le jeu, dans le pressing, dans les prises de balles. Il était assez intéressant au milieu. Donc, en faisant rentrer Jean Lucas, pour moi, on s'affaiblissait aussi, malheureusement, à ce poste-là. On l'a dit, hein, le banc, de toute façon, était relativement faible. Et je trouve, en changeant aussitôt, on a vite, pour moi, envoyé le signal qu'on était plutôt dans la gestion du groupe que dans l'objectif d'aller poser des problèmes au PSG. Ouais. Ah. Non, je ne suis plus sur Twitter, Alexandre. Voilà. Bon. Non, j'ai dit beaucoup de bien sur Bernard Tapie. Ne nous méprenons pas, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, une deuxième période, Boris, finalement, qui sera très différente de la première, puisque là, en fin de compte, on va quand même plus avoir grand-chose à se mettre sous la dent. On va être véritablement dominé par le PSG. Donnarumma va finalement, du coup, passer une soirée assez calme. Ouais, il a fait un bon entraînement de gardien, je pense, Donnarumma. Prise de balle sur corner, relance au pied, des petits arrêts faciles en fin de match sur des frappes de Golovin. Le match. Et en fin de compte, autour de la 70e, on était vraiment plus près du 3-0 que de la réduction à 2-1, quoi. Ouais, autant le 2-0 était franchement cher payé pour nous à la mi-temps, autant moi j'ai passé quasiment toute la deuxième mi-temps à craindre le 3-0. D'un PSG, franchement, encore une fois, pas très emballant, mais du moment où nous on a baissé le pied, on a eu beaucoup plus de mal à ressortir le ballon et à le garder aussi au milieu de terrain, et du coup on s'est pas fait punir, mais pas loin sur pas mal de contres. Ils en ont gâché aussi quelques-uns, on s'en sort pas si mal, hein, sur cette deuxième mi-temps. Messi qui va avoir notamment pas mal
d'opportunités qui vont pas être qui touche concrétisées. qui touche le poteau, hein, il me semble. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est vrai que, bon, on peut quand même se féliciter que Lionel Messi n'a toujours pas marqué le moindre but face à l'AS Monaco dans sa carrière. C'est une stat qui sera encore valable en 2022. On l'espère, ouais. Palmarès de l'AS Monaco. Ouais. Voilà. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent entre-temps depuis en même temps. Et peut-être le plus grand joueur contre qui l'AS Monaco est joué, on a peut-être ajouté ça à l'histoire du club aujourd'hui. Hein, Ouais. Alors qu'on aurait pu avoir un des deux meilleurs si Ronaldo avait signé cet été. Mais bon, ça... Mais ça sera peut-être, s'il en a marre de Manchester, ça sera peut-être l'année prochaine. Ouais. Alors, on n'a pas de couilles, comme dirait notre copain du Shakhtar. Alors, c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai vue, qu'on s'est faite aussi. Est-ce que c'était un match de guerrier qu'il fallait donner ? J'ai pas le sentiment, en fait. J'ai pas le sentiment que c'était un match où il fallait bouger Paris parce qu'ils étaient au-dessus. J'ai plus le sentiment que c'était un match où on avait de la place, mais un cruel manque d'inspiration aussi. J'ai plus ce sentiment-là. Ouais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que on n'a pas vu un match de gardien, on n'a pas vu un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme en fait. Et du coup, je pense qu'on n'a pas fait mal au PSG mine de rien. Alors on leur a fait mal en gardant le ballon, mais et comme de toute façon ils n'avaient pas envie d'en faire grand chose, je sais pas si on aurait pu amener le match sur ce terrain-là, peut-être plus du duel, du physique, du mental. Et je suis pas sûr qu'on soit forcément très performant là-dessus non plus, hein, cette saison malheureusement. Mais c'est vrai que on n'a pas, on a fait un match de gentils garçons, hein, globalement, que ce soit avec ou sans le ballon, un match assez sage. Et je pense que ça convenait aussi finalement assez bien au Paris Saint-Germain. Donc, et même à 2-0 dans ce temps un peu plus compliqué, un peu plus faible, on a eu du mal à mettre même les coups de latte qui vont bien ou qui permettent de mettre un peu plus de physique, d'implication. Donc, ouais. Et puis ce qui fait un peu bouler, c'est que là où on a perdu en fin de compte, c'est encore une fois sur des erreurs individuelles. La stat intéressante que vous pouvez voir, c'est que Paris n'a cadré que 2 frappes. Or, ce sont les 2 frappes qui ont fait mouche, voilà, de Mbappé. Nubel a pas fait un arrêt. Hein, voilà. Et c'est vrai que ces 2 buts, on leur a aussi un peu donné entre le penalty, du coup, la faute un peu bête de Sidibé et la perte de balle de Fofana sur le deuxième but. Chaque fois, c'est des bêtises qui mettent en bonne posture l'adversaire. Sans ça, Paris n'était que peu dangereux, si ce n'est voilà, sur la fin avec Messi, comme tu l'as dit. Mais et voilà, Nubel sur le péno, j'ai ri. Boris, tu nous sortais une référence à Ettori 82. Ouais, il m'a fait penser un peu à ça, l'espèce de semi-plongeon, quoi. Le mec, il croit pas vraiment. Ouais. On aurait dit un petit chat qui fait un petit saut. Ouais, en tout cas, Nubel va-t-il arrêter un péno un jour ? Moi, j'aborde chaque penalty concédé sans le moindre espoir. Quand je vois Nubel au but, je m'attends à chaque fois à ce que ça aille au fond. Voilà. On n'est pas comme avec Subasic où on avait un minimum d'espoir. Ouais, un minimum, il en a arrêté pas mal, c'est vrai. Subasic avait de bonnes stats sur cet exercice-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc Monaco, du coup, s'incline. C'est dommage aussi par rapport au classement, même si on pouvait peut-être un peu prévoir cette contre-performance, mais c'est un petit peu dommage parce que il y a quelques équipes qui ont été un petit peu accrochées, notamment Rennes, hein, qui a perdu face à Nice. Voilà. Lille et Lyon qui se sont neutralisés. Lens a perdu, Strasbourg également. Donc c'est dommage, il y avait peut-être matière pour avancer. Alors c'est Montpellier du coup qui fait la bonne opération grâce à notamment aussi à un but de Valère Vermain. Ouais, qui nous aurait fait du bien. Qui nous aurait fait du bien ce soir, Valère Vermain, c'est certain. J'attends que Rome réagisse dans le chat. Donc voilà, Monaco qui du coup reste à cette 8e place à égalité avec Strasbourg et 26 points. Et le prochain match, ce sera la réception de Rennes, donc qui est sur le podium, qui est 3e. Prochain match en Ligue 1, oui. Donc ce sera pas un match facile, forcément, et ça pourrait être une fin de première partie de saison un peu moche au final, et avec même pas 30 points. Enfin, ça ne fera pas 30 points dans tous les cas, même pas 30 points pour terminer cette première partie de saison, ce qui est franchement pas
pas glorieux. Voilà. Bon. Les joueurs, les performances individuelles, Boris, on attaque, on a un top, en tout cas un qui pouvait s'en approcher un petit peu plus, c'est Sofiane Diop. Ouais, on avait presque envie de pas forcément mettre de top, mais pour pas laisser quand même la catégorie vide. Et pour symboliser un petit peu cette première mi-temps qui a quand même été sur certains aspects assez bonne, assez correcte. Il y avait un joueur, là tu l'as dit, qui était à la fois dans l'implication et dans la réalisation, qui a quand même plutôt fait son match, qui a été intéressant, qui a été un peu trop seul malheureusement, et c'était Sofiane Diop. Ouais, donc plutôt de bonnes idées, beaucoup de mouvements entre les lignes, mais voilà, j'ai le sentiment que il était pas vraiment en capacité à trouver les bonnes combinaisons avec ses coéquipiers. Voilà, l'impression que tous ces joueurs offensifs ce soir, ce quatuor d'une manière globale, n'étaient absolument pas capables de se trouver, n'étaient absolument pas en connivence, en osmose pour combiner. C'est assez inquiétant sur l'animation offensive. Au niveau des flops, par contre, on a eu de quoi un petit peu plus remplir la case. Alors là, je vais te laisser commencer, notamment en parlant des joueurs offensifs. Il y avait Golovin, Boris, que tu avais envie de mettre déjà par rapport à la dernière fois. Et puis... Ouais, il me fatigue un peu ce joueur. J'ai trouvé que c'est vraiment le joueur qu'on a. C'est marrant parce que c'est celui qui est resté jusqu'au bout et c'est le joueur qu'on n'a pas vu du tout. À part à la fin où il s'est un peu réveillé, où il a saccagé 2-3 comptes là, à la fin, en voulant les jouer un peu tout seul, un peu perso. Ouais. Mais sur tout le reste du match, j'ai trouvé qu'on l'a très peu vu, et moins que... Tu parlais du quatuor offensif, c'est pas forcément mis en valeur. Je trouve que c'est vraiment lui, en plus, d'assez loin, qui s'est mis le moins en valeur. Hein. De toute façon, on le dit, ils sont jamais alignés avec Sofiane Diop. On a rarement les deux en même temps qui sont bons. Et ce soir, c'était plutôt Diop, et Golovin, moi, je l'ai pas vu du tout. Il a pas été décisif. Il a pas particulièrement impactant sur le pressing. Donc voilà, un match assez décevant. Fofana coupable, hein, notamment de cette grosse erreur qui amène au deuxième but parisien. Alors dans la récupération et dans les duels, je l'ai trouvé quand même assez présent, hein, notamment sur la façon de mener les pressings aussi, qui allait pas mal vers l'avant. Par contre, le problème, c'est toujours le même avec Fofana, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de balles, dont une ce soir qui est une vraie passe décisive. Et surtout, il y en a beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de pertes de balles pour Fofana. C'est toujours une moyenne assez élevée dans ces matchs. Il faut vraiment qu'il gagne en propreté à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour rendre des ballons beaucoup plus propres, parce que là, c'est pas mal d'erreurs comme ça qui peuvent nous coûter cher. Et voilà. Et Jean Lucas, parce que Jean Lucas, voilà. Ouais, il a décidé de se mettre au niveau, mais dans un autre registre que Fofana. C'est vrai que Fofana fait des erreurs assez voyantes, mais Jean Lucas en a fait aussi finalement, et puis finalement avec moins de prise d'initiative intéressante aussi, hein, de prise de risque. Fofana a au moins à son crédit, je trouve, de pas se cacher, de prendre des risques, de parfois faire des différences, mine de rien, sur un match comme ça, qui sont, mine de rien, annulés, hein, pour moi, par ses erreurs. Mais Jean Lucas, il n'y a même pas ça, et malgré le match un peu raté de Fofana, on a encore baissé, je trouve, en niveau là-dessus. Il n'a pas le même impact, ni avec ni sans le ballon, finalement, et c'est vrai que la douille commence à faire un petit peu mal du Brésilien, de la part de nos amis de l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais bravo à Jean-Mimi, évidemment. Sinon, je viens de voir qu'il y a un Pochettino out qui ressort sur Twitter. Donc, les mecs viennent de gagner, mais ils demandent quand même la tête de leur entraîneur. Ouais, franchement, t'as vu la gueule du match. C'est vrai. Alors, mais si c'est clairement ça à chaque match, je comprends. Je peux comprendre avec les joueurs. Après, on n'est pas sur une radio PSG, hein, mais je pense que le problème va quand même nettement plus loin que le coach, hein, au PSG. Ça fait quand même 3 de suite avec qui ça se passe pas très bien à terme, et on change de coach à chaque fois sans forcément améliorer sur le long terme. Mais voilà, c'est terrible. Enfin, c'est une équipe, avoir autant de moyens, autant de joueurs de qualité et proposer ça, franchement. Ouais. Mais bon.
Ça les empêchera pas d'être champions. Non, et avec une confortable avance, comme je le disais Ça les empêchera de gagner avec des champions, par contre. Parce que c'est un peu chier quand ce genre d'idée triomphe. Pourtant, alors que tout le monde encensait Pochettino, mais bon, ça c'est pour son travail à Tottenham, ça c'est un autre débat, mais bon. On le voulait à Monaco. Hein. Bah oui, a priori c'était quand même, ça avait plutôt la cote en arrivant à Paris. Là. S'il faut, regarde Tuchel repartir en Angleterre et gagner avec des champions, il est plutôt pas mal maintenant à Chelsea. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à Paris aussi qui est pas ouf. Voilà. On va enchaîner maintenant avec un ticket Zidane Wenger. Allez, on enchaîne du coup avec les autres performances individuelles. On va parler maintenant de Alexander Nubel, donc qui s'est incliné 2 fois et qui n'a rien eu d'autre à faire, si ce n'est aller chercher cueillir le ballon au fond de ses filets. Voilà. Que dire de plus hein. Il peut rien en tout cas sur le deuxième but. Mbappé, bon, le penalty un peu ridicule, mais compliqué de reprocher à un gardien d'encaisser un péno. Hein. Le deuxième but, il n'y a rien à faire. Voilà, toujours ce sentiment d'un goal. Par contre, peut-être un tout petit peu plus à l'aise au pied, j'ai trouvé. Pas de. Assez propre. Pas de grande erreur à signaler pour une fois, mais oui, bon, un gardien, peut-être toujours le sentiment un peu c'est pas lui qui va nous faire gagner les matchs, c'est pas lui qui va nous faire les sauvetages, c'est pas lui qui. Il l'a fait la dernière fois sur le bel arrêt, je me souviens plus. Ouais. Il a fait une fois ou deux dans la saison. Mais c'est ça, c'est trop peu, trop peu voilà, pour un joueur dont on avait forcément un peu plus d'attente en début de saison. C'est très clairement insuffisant. Et c'est pas parce qu'il fait pas de cagade que voilà, c'est devenu un bon gardien. Non. Hein, c'est la trajectoire qu'avait suivi Lecomte aussi. Hein. Ouais. Enfin, je trouve que Lecomte me faisait au moins plus d'arrêts en fait. Après, il avait quand même une période où il était bien mieux. Là, où il a quand même pu nous faire gagner quelques matchs sur sa première année, hein, dans cette bonne période à l'automne. Là, Nubel, on peut pas vraiment dire qu'il nous fait gagner les matchs comme tu disais. Et c'est dommage parce qu'on en a bien besoin de gagner des matchs. La défense centrale, Disasi et Guillermo Maripane. Je te laisse commencer par le joueur de ton choix, Boris. Je ferais presque un package dans le sens où je trouve que ça reste un match à peu près correct dans le sens où ils avaient quand même des sacrés clients en face et ils n'ont pas été pris tant de fois que ça à défaut. Voilà, ils avaient quand même du Messi, du Mbappé. Sur le deuxième but, ils sont complètement pris de vitesse. C'est compliqué pour eux hein, avec une telle perte de balles. Du coup, il n'y a pas vraiment de but pour moi à mettre à leur passif. Il y a quand même des interventions un petit peu limites sur les occasions de Messi en fin de match. Un Maripane qui se fait complètement battre au physique par Léo Messi, ce qui, je pense, n'était pas arrivé depuis une quinzaine d'années hein, pour l'Argentin. S'il y a bien un domaine dans lequel il règne pas d'habitude, c'est celui-là. Disasi qui aurait pu faire péno aussi, hein, honnêtement. Je pense que monsieur Bastien, il en avait marre de se déplacer vers la télé, là, hein, il avait un peu la flemme, mais franchement, il y a je suis sûr que si on lui mettait le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, il aurait fait le petit déplacement à la télé en plus. Avec les cacahuètes là. Là, c'était moins, ça le passionnait moins et on s'en sort pas mal. Et voilà, il y a eu pas mal de situations comme ça, mais. Bon, dans un match de ce niveau, et je sais pas, je suis peut-être habitué aussi avec la défense depuis des années. Hein, ça reste du domaine de l'acceptable, quoi. On nous dit Disasi moins pire que Maripane ce soir. Finalement, c'est assez juste. Ouais, défensivement, je suis assez d'accord. Quelques petites pertes de balles, par contre, aussi un peu. Ouais. Un peu dangereux, mais Maripane aussi. Hein, il y a un moment donné, il est parti dans un raid au milieu de terrain. C'était pas une bonne idée, hein, comme on aurait pu s'y attendre. Il a tenté une percée, voilà. Ouais. Guillermo, non. Et derrière, il a failli avoir sanction. Mais c'est vrai qu'en termes de duel, Maripane Disasi, c'est pas beaucoup de duels gagnés en fin de compte. Hein, c'est moins de 50% de leurs duels gagnés ce soir. Il y a aussi une occasion ratée par Maripane qui aurait pu relancer. Sur le corner, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais celle-là. Et ouais, ça compte. Je pense que c'est Kevin Volland, c'est ficelle, hein, mais c'est vrai que la coordination Guillermo Maripane pour ramener ses grandes jambes, là, c'était pas la même. C'est pas son métier, mais quoique encore l'an dernier, c'est à peu près cette période de l'année qu'il commençait à nous enchaîner les. Ouais, je crois, quand il revenait en grâce. Ouais, c'était devenu un peu un goléador, mais là.
Donc, malheureusement. Ouais. À noter que l'équipe a noté 4 pour Maripane et Dissasi 5. Donc voilà, c'est pas des performances très très accomplies. On va passer maintenant aux latéraux. Caio et Sidibé. Donc on l'a dit, Sidibé un coupable de ce penalty qui franchement était pas loin du flop, honnêtement. On a hésité à le mettre. L'équipe lui met 3, voilà, à titre de comparaison. Donc clairement avec Fofana, c'était les 2 flops pour l'équipe. Mais c'est vrai qu'il n'est pas passé loin quand même, Sidibé, à cause de ce penalty concédé. Et puis alors tu disais pas trop forcément pris en défaut aussi non plus, mais globalement très peu vu ce soir. Ouais, très peu en vue offensivement, ça c'est clair. Ouais. Défensivement, passer sa faute et son péno, j'ai trouvé que c'était quand même un match faut pas oublier que lui, pour le coup, il avait aussi Kylian Mbappé dans sa zone, et que globalement, on l'a pas trop vu en défaut sur le reste du match, je trouve, par rapport à Mbappé. C'est plutôt quand il est rentré dans l'axe qu'il a plus nous gêner. Donc ouais, pas de quoi grimper à l'arbre non plus, mais c'était un match à peu près correct, sorti de son péno. Je trouve le 3 un peu sévère pour le coup, mais lourd de conséquences aussi, vu son positionnement dans le match de cette faute. Et Caio à côté, voilà, on l'a dit, il est sorti à la mi-temps, 45 minutes assez fantomatique, j'ai trouvé, de sa part. Ça fait plusieurs matchs aussi que Caio Henrique se révèle assez moyen sur le global, donc il sera peut-être temps de commencer à remettre un petit coup de collier là aussi, pour progresser et pour retrouver la jolie forme qu'il avait la saison dernière. Cette année, Caio Henrique, c'est quand même très 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 irrégulier. Donc voilà, il y a encore du travail, faudrait pas se croire trop vite arrivé, je trouve, mais bon. Je suis assez d'accord, ouais. Alors, lui, en plus, pour le coup, il n'a pas trop de pression. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que son concurrent. Mais... Autant la concurrence pour lui, c'est plutôt tranquille, mais bon, pour autant, le titulaire en ce moment, il n'est pas super bon non plus, quoi. Ouais. Probablement un match aussi où je pense que les latéraux avaient des petites consignes d'être assez prudents. C'est vrai qu'on les a très peu vus et je pense qu'il y avait une certaine crainte des ailiers parisiens, donc ouais, c'est vrai que... Mais c'est pas la première fois qu'on se fait aussi cette réflexion sur un Caio qui est pas à la rue du tout cette saison, mais qui est un peu plus terne, un peu plus fade probablement que l'an dernier. Ouais, mais c'est vrai qu'avant de penser à c'est pas tout à fait le même poste non plus, vu qu'on est passé sur une défense à 4, c'est toujours pareil. Ça demande un peu plus de travail défensif, malheureusement. Et c'est vrai que comme beaucoup de latéraux, notamment brésiliens, défendre, c'est pas facile. Bon, après, ça va pas empêcher qu'on en a retrouvé un dans le calendrier de l'avant de Patrice. Oh merde, d'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir mon calendrier de l'avant Dragon Ball. Écoute, il te reste... c'est trop tard. Ah oui, j'ai perdu 3 minutes, ouais. Ah ouais. Je fais quoi? Je l'ouvre en direct? En live. Allez, je pourrais l'ouvrir à la fin du live si vous voulez être sage. T'en ouvres deux. Bon, on enchaîne avec Tchouaméni au milieu de terrain, Boris. Assez discret, mais finalement quand même un des seuls, je pense, qui a finalement été un peu au niveau ce soir. Ouais, en tout cas, je pense un de ceux qui a pas vraiment fait d'erreur. C'est sûr qu'on par rapport à... Moi, j'ai trouvé qu'on l'a moins vu que Fofana, mais presque dans le bon et dans le moins bon. Donc, un match assez terne. Je voyais les Parisiens aujourd'hui étaient pas mal à réclamer au PSG de bien le surveiller ce soir pour le recruter l'été prochain. Je suis pas sûr que ça soit forcément ce genre de perf non plus qui vont beaucoup peser en sa faveur, mais voilà, un match à peu près correct de sa part. Une occasion sur le ballon, le face-à-face Ben Yedder Donnarumma, c'est lui qui la reprend derrière, je crois, qui obtient un corner. Donc voilà, il aurait pu aussi être décisif là-dessus, mais quelques frappes, il a tenté les frappes de loin aussi. Une complètement ratée d'ailleurs. On s'est beaucoup trop résolu ce soir, mais
par impuissance, et c'est vraiment pas un domaine dans lequel on rit, hein. On n'a pas vraiment des artilleurs. Ouais, non, c'est vrai que les frappes de Comme loin, au basket d'ailleurs, où tir à 3 points. Ouais. Pas toujours. Quand on se fait pas nous-mêmes niquer sur des tirs à 3 points, mais ça c'est un autre débat. Bizarre, hein. La VAR ne fonctionnait pas. Mais non, mais c'est vrai que Tchouaméni, je trouve qu'il a un peu en ce moment, là, il faut faire attention, il fait le même parcours qu'Aguilar après l'équipe de France. Il y a quand même un coup de moins bien. Le flamboyant Tchouaméni, on le voit quand même beaucoup moins hein, depuis quelques matchs. Alors on nous dit qu'on est sévère avec lui, bah, c'est un petit peu normal aussi d'être exigeant, je pense. En tout cas, ce qu'il a montré ces derniers mois, ça me semble logique d'exiger aussi ce niveau de performance, à mon avis. Surtout qu'il s'est quand même révélé en même temps à l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'on a envie de le voir performer à ce niveau-là plus de manière régulière. Voilà, parce que c'est aussi ça qui va porter l'équipe. Ça peut être un vrai moteur pour l'équipe. Je pense qu'il l'est quand même en étant un peu moins bon. Il reste quand même un des moteurs de l'équipe. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un Tchouaméni un peu moins bon quand même que ce qu'on a vu sur les derniers mois. Donc voilà. Gelson Martins, le magicien. Ouais. Ça là, je m'en remets pas. Dans le métier du cirque, c'est pas forcément l'acrobate. Celui-ci que j'aurais choisi. Ouais. Le trapéziste. Est-ce qu'il serait plus à l'aise sur le monocycle, tu sais? Je le vois bien sur sa ligne de touche là, avec son petit pédale. Vu son agilité, je suis pas sûr, à mon avis. Ça tomberait assez vite quand même du vélo. Ouais, non. Je sais pas, je l'aime pas ce joueur. Bon, d'accord. C'est ce genre de match où tu aurais besoin d'un mec qui fasse un peu une action un peu précise et tout, et c'est clairement pas sur lui qu'il faut compter pour la faire. Il n'était pas particulièrement ce soir en dessous de tout. Hein. Moi, par exemple, j'ai sorti Golovin plutôt en dessous par rapport à lui, mais ouais, il me laisse de marbre et c'est pas forcément ce soir. Voilà. C'est un joueur qui éprouve son utilité sur certains matchs. Hein. C'est un profil pas inintéressant à voir, mais voilà, ce soir, pas grand-chose à dire en sa faveur. Ouais. Et pour terminer du coup sur nos titulaires, Wissam Ben Yedder, alors lui aussi sorti très très vite hein, dans ce match très compliqué pour lui, on l'a quasiment pas vu, pas trouvé. Alors il y a certainement une part de responsabilité pour lui aussi, mais comme je le disais un peu plus tôt, je trouve qu'entre Golovin, Diop, Gelson, ça fonctionne tellement pas ensemble que lui en dernier élément en bout de chaîne il est aussi dépendant quand même de ces joueurs là et j'ai l'impression que voilà on n'a jamais réussi à le trouver. Il a été je pense bien pris hein, par la défense notamment par Marquinhos mais voilà franchement un match pareil un peu casse-père pour lui aussi hein, Ben Yedder ce soir vraiment compliqué quoi. Ouais, je serais pas forcément aussi. Enfin, c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu, mais je trouve que ça dénote pas tant que ça par rapport au match habituel de Ben Yedder. Et je trouve que les rares fois, il a été pas si mal. C'est lui qui est au relais, qui fait la passe sur le poteau de Diop. Il a cette occasion où Donnarumma sort bien, mais où il est arrivé quand même à prendre le dessus un petit peu sur Marquinhos. Plusieurs fois, il a décroché pour prendre le ballon. C'est vrai qu'il a très peu pesé dans la surface, hein, par contre, ça c'est clair, mais on a vu aussi la différence. Je trouve que le garçon qui l'a remplacé a eu encore plus de difficultés malheureusement. Donc bon, c'était difficile pour Wissam Ben Yedder, le capitaine du coup, qui a été remplacé par Boadou à la 55e. Parlons du coup des remplaçants, en tout cas de quelques-uns. Je pense notamment du coup Jacobs, Boris, puisqu'il a quand même disputé une mi-temps complète. Et K, je trouve, moi j'étais très inquiet en le voyant rentrer, mais K a sûrement fait son match le moins inquiétant depuis qu'il est là. Je ne sais pas si on peut le formuler comme ça. Peu en vue offensivement, mais de toute façon, dans une mi-temps où on n'a pas existé ou quasiment offensivement, mais pas vu particulièrement la faute non plus derrière. Défensivement, j'avais très peur du duel avec Di Maria. Ça s'est pas forcément vu, donc j'ai presque envie de dire que pas de bonne nouvelle avec ce genre de joueur. Oui, tant qu'il y a rien de problématique à signaler, on peut s'en contenter.
Mais voilà, c'est vrai que les progrès, j'ai pensé à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'était pas Henriks qui avait fait un gros match avec Moreno, je crois, au Parc des Princes, il me semble. Tu sais, il me disait peut-être un jour, lui, c'est peut-être le jour où il va faire son bon match aussi, à la manière d'un Benjamin Henriks. Je sais pas, ça m'est venu comme ça pendant la rencontre. C'est un funeste patronage sous lequel tu te positionnes là, je trouve. Ah ouais. Bah, je lui prédis pas une plus grande carrière chez nous. Honnêtement, je préfère avoir Henriks que Jacobs d'assez loin. Oui, moi aucun des deux, mais en tout cas, la carrière prend le même chemin en tout cas chez nous pour lui, comme son prédécesseur. Myron Boadou, clairement, il a même pas une occasion en fait, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Même la profondeur, il n'arrive pas à aller la chercher. On a eu quand même, on peut noter cette semaine en conférence de presse, on a eu des explications, ça y est, sur pourquoi Ben Yedder n'était pas tout le temps titulaire. Voilà, c'est vraiment pour la question du repli défensif que Kovac, entre guillemets, le sanctionne, ou en tout cas ne le fait pas jouer. Ou le remplace un petit peu plus tôt, selon les configurations, selon les adversaires aussi, mais voilà, il a enfin, on peut le dire, on a enfin eu des éléments de réponse déjà à ce niveau-là. Heureusement qu'il n'entraîne pas Messi, parce que... il s'arracherait les cheveux s'il avait Messi, Neymar, Mbappé devant. Putain. D'ailleurs, Neymar qu'on a vu sur un plan en tribune à la 30e minute, à peu près en première mi-temps, et je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai qu'il joue pas celui-là. À quel point ce type n'est plus un footballeur, c'est dingue. Elliot Matarazzo, Boris, qu'as-tu pensé de son entrée, On le rappelle, Matarazzo qui est rentré à la 65e pour remplacer Sofiane Diop. Déjà, j'imagine que la stat, on gagne, on perd pas. Alors tu me diras, on n'a pas pris de but avec lui sur le terrain, mais j'ai pas trouvé particulièrement intéressant. J'ai trouvé assez discret, plutôt en difficulté au milieu de terrain. Il fait prendre un petit carton quand même à Verratti à un moment donné sur une bonne faute, sur une des rares percussions qu'il a pu faire, mais voilà, une entrée un peu anecdotique pour Matarazzo. Ouais. Et encore plus anecdotique, celle d'Isidore qui était juste là pour la prime de match, la fameuse, comme dirait qui est très grand sur le visuel. Je sais pas si on a fait exprès de le mettre un peu plus haut aussi que les autres, mais on dirait vraiment que... Après, il est plus grand, il est grand, je crois. Mais, il est grand. Mais c'est vrai que du coup, comme je les mets tous, je les mets un petit peu en quinconce pour éviter qu'ils soient tous empilés. Donc j'en mets certains plus hauts que d'autres. Voilà. Isidore qui va retrouver une équipe de son niveau ce week-end prochain, puisqu'il va jouer le Red Star, le championnat national. Voilà, ça le connaît. Il est rentré pour faire un peu le nombre, à un moment donné où on espérait plus grand-chose. Oui, après, à son niveau, ça reste à prouver, parce que lui, il a performé en national la saison dernière. Là, Red Star, c'est quand même la Ligue 2. Non, Red Star, c'est national. Il me semble que c'est pas Ligue 2. Non, ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'ils sont descendus. Ah, autant pour moi. Ou alors ils sont descendus l'année dernière, je crois. Je sais plus. Ils ont peut-être fait un aller-retour, ouais, je sais plus. Mais cette année, ils sont en national, ça c'est sûr. Ils sont en national, oui, donc autant pour moi. Ouais. Du coup, oui, tout à fait. Alors c'est à son niveau, tout, c'est bon, ça fonctionne. Donc, Habib Bey, je sais pas si c'est toujours lui aux commandes ou pas. Mais... Ah, oula. Alors, il avait fait un intérim, mais je sais pas si on finit par le garder ou pas. Je sais pas. Là, pour le coup, je ne saurais dire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette évaluation de la rencontre et du débrief. Boris, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, si ce n'est que ce soir on est forcément un peu déçu, mais en même temps pas très surpris, même si voilà, on sent que c'est cohérent avec ce qu'on voit cette saison, que même face à des équipes qui ne sont pas beaucoup meilleures ou qui n'ont pas un fond de jeu très élaboré, on est quand même à se retrouver en difficulté, on concède des points, on fait des erreurs, on n'avance pas, et au final voilà, c'est le ventre mou pour l'instant qui nous attend, quoi. Ouais, pas déçu évidemment forcément du résultat. Il y a toujours un côté un peu bonus, ces matchs contre le PSG, sauf les saisons où on est vraiment à la lutte avec eux. Le résultat, il y a un côté un peu bonus, et un bonus que finalement, depuis qu'on est remonté, on est allé chercher assez régulièrement. On n'est pas non plus le martyr forcément du PSG. On leur prend quand même souvent des points. On est souvent leur bête noire chez eux, c'est vrai. Mais... Ouais, rien que l'an dernier, on en avait pris 6, ça c'est déjà, et on les avait embêtés même
c'est rare qu'on prenne, nous, 0 points. Hein. Ça a dû arriver, mais pas tous les ans. Et je pense que par rapport à d'autres équipes de Ligue 1, on est plutôt pas mal là-dessus. Un peu déçu, plutôt de la manière, dans le sens où, surtout avec un PSG qui est à la rue dans le jeu cette année, qu'on fasse un match plus complet, quoi. J'aurais aimé qu'on soit dangereux plus longtemps, qu'on pose des vrais problèmes au PSG. Je pense qu'au final, pour eux, c'est plutôt une balade de santé. Hein. C'est comme ça qu'ils vont le ressentir ce soir, avec un peu le biais de cette seconde mi-temps. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus à la bataille, un peu plus agressif, qu'on leur pose plus de problèmes, qu'on se rassure un petit peu dans le jeu aussi. Malheureusement, ce soir, c'était, comme tu dis, assez décevant, et avec un vrai rendez-vous, on peut dire 2, parce que c'est vrai que la coupe, ça va prendre un certain enjeu aussi, hein, de par le fait qu'on est à la traîne en championnat et qu'on peut pas se permettre de perdre contre l'équipe nationale, et puis Rennes derrière, qui a un match crucial, hein, si on veut affirmer les ambitions sur une deuxième partie de saison, de pas complètement être décroché non plus par le wagon de tête. Ouais, le podium est pas loin, c'est ce qu'on nous dit un peu dans le chat, on est qu'à 5 points du podium, sauf que c'est vrai que voilà, ça fait un moment qu'on est pas très loin, qu'on a l'air un peu en embuscade, mais on n'arrive jamais à revenir vraiment, et surtout le problème, c'est la sensation que cette équipe ne progresse absolument pas cette année. Autant l'an dernier, on avait un groupe qui avait progressé, qui était entraîné dans une spirale positive, et qui du coup avait réussi à signer de super résultats. Là, cette année, cette spirale, on l'a pas, cette dynamique, cette progression, on la voit absolument pas. Alors on va évidemment espérer que les 2 dernières rencontres avant la trêve nous mettent sur un truc un peu plus positif, et que ça puisse être poursuivi à la reprise aussi. Un peu comme l'an dernier, mais voilà. Là, clairement, on est sur une saison qui est très 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 peu satisfaisante, très peu exaltante. Voilà. Là, on est en train de se dire qu'il va falloir encore dormir un moment avant de pouvoir retrouver la F1 et des choses un peu palpitantes le dimanche, quoi. Donc, si j'ai que le foot là en ce moment pour égayer mon dimanche. Ouais, ça va être long cet hiver. Ou la saison 4 de Drive to Survive, je sais pas quand ça va arriver. Ouais, mais sans Max Verstappen, apparemment. Ah bon? Il a refusé. Ouais. Il a dit il voulait pas, il en avait marre. Et lui, il est pas très copain avec Netflix. Voilà. Ouais. Bon, enfin voilà, du coup, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, cette défaite monégasque, hein, nouvelle défaite, ça commence à faire beaucoup, ça aussi, hein, au classement, si on regarde bien, 6 défaites, voilà, en 18 matchs, 6 défaites, pas ouf. Ouais, tous les 3 matchs, ça, c'est mon niveau en maths qui me permet de faire ce calcul. Imparable. Ouais. Un mur des légendes de main. Malheureusement, on a dit 26 points. 26 points en 18 matchs, c'est faible. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. C'est même pas 1,5, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, pour un prétendant au podium et à l'Europe, c'est quand même pas top. C'est pas top du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. On espère évidemment du mieux, on espérera des ajustements au mercato si Paul Mitchell donne des signes de vie un de ces jours. Voilà. On ne voit pas beaucoup. Quand ça marche, les petites vidéos dans son bureau, ça va, mais quand ça marche pas, évidemment, la caméra est en panne. Hein. On se croirait au Vélodrome un soir de... Lui, il n'était pas dans la bonne partie chez Red Bull, 2000. Je pense. Ouais, il n'était pas avec Christian Horner. Ouais. Il était peut-être à Abu Dhabi pour célébrer le titre ce soir. Il a peut-être autre chose à faire, on peut le comprendre. Il va bien avec Albon. Bon, en tout cas, merci Boris pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui étaient dans le chat sur notre live Twitch. Et puis, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez, comme d'habitude, partager et liker. Et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des commentaires. Allez, salut à tous et Dage Monego. Et bisous.